Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans la seconde partie de l'émission. L'invité de l'Info du Vrai et ce soir, le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Chenu. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs, je le rappelle, député du Nord et conseiller régional des Hauts-de-France. Dites-moi, ça fait beaucoup, non? La région, le Parlement, le parti Mais les journées font 24 heures. Lorsqu'on est bien organisé, en réalité, on peut être sur tous les fronts. Je suis chez vous ce soir, j'ai pris le train m'amenant du Nord. Je retournerai demain dans le Nord. Vous voyez, les choses sont bien organisées. Les choses sont bien organisées, mais vous savez que les Français sont de plus en plus demandeurs de concentration sur une mission et une seule, etc. La démultiplication, j'allais vous dire, des responsabilités est quelque chose qui choque, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore une vingtaine d'années. Non, mais j'ai des missions que je vous pose la question. Les missions que j'ai sont complémentaires. J'ajoute que porte-parole du Rassemblement national est non seulement une fonction bénévole, mais ce n'est pas une fonction élective. Elle n'entre donc pas dans la confusion qui pourrait s'installer d'un cumul Mon propos était de possible. dire, est-ce que vous n'en faites pas trop? Voilà. Je respecte la loi sur le cumul des mandats, j'ai des mandats complémentaires. L'idée que je me fais, c'est de défendre dans chacune de mes fonctions la France, les Français, leurs intérêts. Être à l'Assemblée nationale ou être à la région des Hauts-de-France, je peux vous assurer qu'ils ont besoin des élus du Rassemblement national, les Français. Alors avant d'évoquer l'actualité de la semaine, je voulais vous poser une question peut-être plus personnelle, mais sur le plan politique. Finalement, quelle est la différence entre la droite et la droite nationale, puisque vous ne voulez pas qu'on parle d'extrême droite au Front national. Les Républicains sont votre ancienne famille politique. Aujourd'hui, vous êtes au sein du Rassemblement national. Je vous demande, voilà, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer très simplement? Oui, je vais vous dire, il y a deux choses qui, à mon avis, diffèrent fondamentalement. Le courage et l'absence de cynisme. Le courage dans la famille politique que représente Marine Le Pen, il y a indéniablement du courage, parce que probablement pour une simple et bonne raison, nous ne devons rien à personne. Nous n'avons pas d'ascenseur à renvoyer. Nous ne sommes liés à aucun groupe de médias, aucun groupe de pression, aucun financement, quel qu'il soit. Ça nous rend libres. C'est peut-être plus dur d'être au Rassemblement national. On est plus pauvre, mais on est libre. Nous devons des comptes à nos électeurs. Et je disais l'absence de cynisme, parce que moi j'ai voté longtemps, toute ma vie, pour des gens qui m'ont fait croire qu'ils allaient défendre les intérêts de la France, des Français. Et je crois qu'en réalité, ils n'en ont rien à faire. On ne va pas se lancer dans le grand débat sur le financement du Front national, puis du Rassemblement national. Je parlais du courage. Voilà, qui a pu parfois poser des questions. Je ne me lance pas là-dedans. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est presque votre seconde partie. Ce que vous dénoncez comme cynisme dans votre ancienne famille politique, ça ne vous dérangeait pas déjà à l'époque? Si, ça m'a longtemps dérangé, mais pas quand on pouvait faire entendre une voix différente. C'est-à-dire, on pouvait, à l'époque, lorsqu'on était dans un parti politique de droite, avoir une conscience sociale sans être englouti dans une politique toute libérale. On pouvait être eurosceptique. Beaucoup l'ont été, de Philippe Séguin à Charles Pasqua, de Philippe de Villiers à Michel Poniatowski. Depuis très longtemps, on pouvait s'opposer à la construction de cette Europe-là, ne pas y croire, la contester. Et puis ça, c'était au début. Et puis à la fin, c'était fini. C'était devenu un parti qui ressemblait un petit peu, vous savez, au Tea Party, c'est-à-dire conservateur sur l'ensemble des sujets de société et puis ultra-libéral sur l'ensemble des sujets économiques. Bon, moi, je ne me suis pas engagé, en tous les cas en politique, pour regarder d'une façon figée la société et pour laisser de côté un certain nombre de mes compatriotes. Je conclue que pour vous, le Rassemblement national ne ressemble pas au Tea Party, mais ça aussi, c'est un autre objet de discussion pour une autre fois. Alors remontons, si vous le voulez bien, le fil de notre actualité de la semaine et on commence avec le tir de barrage des sénateurs sur le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Laure Herpeux. Le patron de la santé, au cœur d'un rapport accablant. La commission du Sénat sur le Covid a rendu un document explosif concernant l'infectiologue en poste depuis janvier 2018. Lorsque la Direction générale de la santé a été informée en octobre 2018 que 613 millions de masques étaient en fait non conformes, puisqu'il y avait une nouvelle norme qui avait été introduite en 2014, il a pris deux décisions dont la combinaison peut paraître en effet alarmante. Il a donné l'ordre de les détruire, mais il a demandé de racheter à peine 100 millions de masques, alors que 613 millions avaient été détruits. Donc, sans surprise, fin 2019, juste avant le début de l'épidémie en France, les stocks étaient donc quasi vides, puisque seuls 100 millions d'unités y figuraient. Au pire de la crise, la France n'est pas prête. Partout, elle manque de masques. Une pénurie qui va dicter la doctrine des autorités. En mars, Jérôme Salomon assure qu'ils ne sont pas nécessaires au grand public. Les masques, je le redis tous les soirs, mais c'est vraiment important, sont uniquement pour les malades, pour les transports sanitaires, pour les secours à personnes et pour les soignants.
Je vois énormément de masques dans la rue, je vois énormément de masques des professionnels qui n'ont aucune raison d'être exposés à des malades. Ces masques sont mal portés, ces masques sont mal utilisés. Puis un mois plus tard, le directeur général de la Santé revient sur ces déclarations. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. C'est un complément au bon respect des gestes barrières. Mais au-delà de ces tergiversations, le rapport accuse Jérôme Salomon d'avoir fait pression sur les experts pour justifier ses choix. Le DGS est en effet intervenu directement pour obtenir la modification de la recommandation du rapport d'experts qui concernait la constitution de stocks stratégiques et qui contredisait la décision qu'il venait de prendre. La version accessible au grand public a donc été modifiée par rapport à la version initiale du rapport, bien que Santé publique France ait alerté le directeur général de la Santé sur le fait que cela contrevenait à la charte de l'expertise et que cela nuisait à l'indépendance scientifique de l'agence. Ce matin, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, enfonçait le clou. Salomon a fait pression sur un comité d'experts pour que celui-là modifie ses conclusions en matière de stock de masques. Jérôme Salomon aurait pris cette décision seul, de manière unilatérale. D'après le document, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, n'aurait pas été informée de cette gestion des masques. Soyons très simples, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner ? C'est très grave. Jérôme Salomon, qui était la voix officielle de l'État chaque soir, qu'il est encore d'ailleurs lorsqu'il s'agit de donner des consignes aux Français, aurait donc menti et plus encore aurait donc caviardé un rapport pour soumettre une politique finalement de santé publique à une vision qu'il avait, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir de masque et mentir aux Français. Alors Jérôme Salomon n'a évidemment plus sa place dans les fonctions qui sont les siennes, mais je ne voudrais pas que Jérôme Salomon ne soit qu'un fusible. Ça fait très longtemps que nous, au Rassemblement national, nous avions demandé, bien avant tout cela, des masques, mais ça fait aussi très longtemps que le gouvernement, à tous les niveaux, mentait. Madame Ndiaye, Madame Buzyn, ils ont tous menti. Ils ont tous menti aux Français. On va dire, si on veut résumer les choses, peut-être de façon moins polémique, qu'en tout cas, au minimum, la pénurie a dicté la doctrine. Oui, mais cette pénurie, il faut savoir, et le Sénat a fait d'autres rapports très intéressants, elle ne date pas en réalité de ce gouvernement. Et vous voyez, je n'ai pas de tendresse pour ce gouvernement, je pense qu'il a tout raté en matière de gestion de cette pandémie. Mais le premier coup de gong, si j'ose dire, il vient de la baisse des crédits de l'EPRUS, l'ancêtre de la réserve sanitaire. À l'époque, c'était Xavier Bertrand, le ministre de la Santé. Personne derrière n'a corrigé le tir. Au contraire, ils ont laissé successivement les choses dégringoler. Mais le premier coup de gong, il a été donné il y a fort longtemps. Franchement, est-ce que vous trouvez qu'on est plus mauvais que les autres Européens ? Tout le monde a été quand même confronté à une pandémie qu'on n'avait jamais connue. C'est pas difficile de gouverner en temps de crise sanitaire, Sébastien Chenu. Non, mais c'est très difficile de gouverner en temps de crise sanitaire. Mais il y a des choses que ce gouvernement aurait pu faire. D'abord, peut-être écouter, au lieu d'être dans cette arrogance permanente. Écouter ceux qui simplement lui disaient, c'était le cas de Marine Le Pen, qui disait « Nous allons devoir fabriquer des masques, nous allons devoir fabriquer du gel ». Et tout cela a suscité de leur part, de ces gouvernements, des rires, des moqueries. Nous allons devoir gérer nos frontières. Ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. On peut venir en France aujourd'hui sans être contrôlé directement. Donc tout ça n'a pas été fait. Et nous aurions pu, s'il s'agissait de nous comparer, eh bien peut-être avoir au moins autant de morts qu'en Allemagne et pas davantage. Vous savez que l'Allemagne s'est organisée différemment et a moins de morts. Et tout ce qui compte, c'est finalement protéger la vie des Français. Moi, je crois qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et en tous les cas, nous avons fait des propositions pour que ça se passe mieux. Donnez-moi un exemple de proposition du Rassemblement national pendant cette crise qui aurait vraiment, selon vous, changé la donne. Oui, la gestion des frontières. La gestion des frontières, je vous donne un exemple au tout début. Lorsque des supporters de football italien arrivaient, je crois qu'ils étaient 3000, des foyers d'infection les plus virulents d'Italie, eh bien, parce que nous sommes dans le merveilleux monde de Schengen et qu'on peut passer d'un pays à l'autre sans aucun contrôle, nous avions demandé. Il suffit d'interdire le match. On n'a pas besoin de remettre en cause Schengen pour éviter cette contamination. Il suffit de contrôler les frontières. Il suffit d'avoir la maîtrise de ces frontières. Voyez-vous, c'était une première proposition. Quand nous avons incité les pouvoirs publics à aller vers la création, vers l'usinage de masques en série, nous sommes à ce moment-là fin janvier.
et que ce gouvernement passe ça par-dessus bord avec beaucoup de désinvolture et il nous répond que vraiment nous sommes archaïques, eh bien je pense que c'était une proposition, c'est vrai que c'était peut-être pas très intellectuel comme proposition, mais ça aurait peut-être probablement sauvé des vies et si on avait accepté d'écouter la proposition qui était la nôtre, qui était celle de porter des masques dès le début. Voyez-vous, il n'y a pas de polémique à faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, vous nous demandez des propositions qui auraient pu améliorer les choses. Je vous fais des propositions parce qu'elles sont concrètes et que nous avons pris le sujet très au sérieux. Mais malheureusement, je crois que ceux qui nous gouvernaient, M. Salomon est l'exemple, puisqu'il est le bras armé du ministre de la Santé, eh bien parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt, ont choisi délibérément de mentir aux Français. Or, ça a des conséquences en termes de santé publique, mais plus encore, M. Calvi, ça a des conséquences aujourd'hui sur le rapport à la confiance qu'on peut avoir en ceux qui nous gouvernent. Et lorsqu'il va s'agir de vacciner peut-être la population française, eh bien, ce manque de confiance, cette défiance qu'ils ont installée par leurs mensonges, eh bien, elle se paye très cher. On va parler justement vaccin maintenant. La campagne de vaccination a commencé officiellement mardi au Royaume-Uni. Nos voisins britanniques seront donc les premiers cobayes de l'Europe. Jordan Klein. Bonjour. Bonjour. Donc, on va faire l'injection en haut de votre bras, juste ici. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est exactement pour ça. Dans les mains de cette infirmière, une dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à le lancer pour le grand public. Jack, 98 ans, est le premier vacciné de la ville de Bristol. Vous voulez savoir? Vous avez marqué l'histoire aujourd'hui. Vous êtes la première personne que nous vaccinons ici à Bristol. Merci beaucoup. Oh, j'ai la grosse tête maintenant. Vous savez, j'ai 98 ans. J'imagine qu'il y avait un peu d'excitation quand le docteur a parlé du vaccin. Jack fait partie des 400 000 personnes qui seront immunisées avant tout le monde dans le pays. Tout comme Margaret Green, 91 ans dans une semaine. Elle est la première personne au monde à recevoir une dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Enchanté, vous avez un très beau masque. Ce matin, le Premier ministre Boris Johnson est allé dans un hôpital de Londres à la rencontre de ceux qui se sont levés tôt pour faire partie des premiers vaccinés. C'était très intéressant de pouvoir parler avec Lynn à propos du vaccin qu'elle vient tout juste de prendre. Elle a 81 ans et c'est incroyable de pouvoir entendre qu'elle fait ça pour l'Angleterre. Et c'est tout à fait vrai. Elle se protège et en même temps elle aide à protéger tout le pays. Et pour protéger tout le pays, environ 70 hôpitaux britanniques ont reçu des doses de ce vaccin co-développé par les Américains et les Allemands. Priorité a été donnée aux plus de 80 ans, au personnel de maisons de retraite, aux soignants et aux malades de pathologies graves. Une vaccination bien accueillie. 68% des Britanniques considèrent ce vaccin comme sûr. Je suis très heureux de recevoir ce vaccin. Super. Je suis très chanceux. J'espère que tout le monde pourra le faire. Il n'y a vraiment aucun problème. Je suis vraiment chanceux. Le gouvernement espère recevoir 4 millions de doses supplémentaires d'ici la fin 2020. Incroyable. Alors, il y a un climat quand même dans ce reportage qui est assez sympathique, que seuls les Britanniques peuvent mettre, j'allais dire, en scène, mais au bon sens du terme. Vous vous ferez vacciner quand ce sera votre tour ? Alors, quand ce sera mon tour, moi, je n'ai pas de défiance vis-à-vis du monde médical. Je ne suis pas un anti-vaccin et j'ai envie d'avoir confiance. Mais aujourd'hui, je doute. Comme beaucoup de Français, je me pose des questions. Parce que d'abord, on nous a beaucoup menti. Ça nous renvoie au débat précédent. Mais nos gouvernements nous ont beaucoup baratiné. Il fallait pas mettre de masque. Après, il fallait en mettre. On avait les tests et puis on n'en avait pas. La réalité, c'est qu'on nous a beaucoup menti. Donc déjà, ça sape un peu la confiance. Je suis interrogatif parce que quand j'écoute Axel Kahn,
président, je crois, de la Ligue contre le cancer, oui, qui demande, un de nos plus grands scientifiques français, qui dit le contrat qu'a passé l'Union européenne, qui coûte quand même 2 milliards d'euros, eh bien on aimerait qu'il ne soit pas opaque, qu'on puisse savoir ce qu'il y a dedans. Et quand je vois qu'on va tirer au sort quelques députés pour aller regarder ce contrat sans leur permettre de repartir avec, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on nous cache un certain nombre de choses ? Je me pose des questions. Je me pose des questions sur... Mais pardon, vous posez des questions à caractère financier ou à caractère de santé publique. C'est pas la même chose. Vous avez raison. En matière de santé publique, je me dis que nous n'avons pas encore énormément de recul. Donc, ça me questionne. Moi, je ne suis pas un scientifique. J'ai pour habitude de m'en remettre aux autorités médicales de mon pays avec confiance. Mais nous n'avons pas énormément de recul aujourd'hui. Donc, quand viendra mon tour, force est de constater que je vais me poser la question. Et puis, je me dis que qui va organiser tout ça ? Est-ce que c'est l'armée ? Est-ce que c'est la médecine de ville ? De quelle façon allons-nous être traités ? Je me dis, est-ce qu'il y en aura assez ? Visiblement, les commandes qui ont été passées nous démontrent qu'il n'y en aura déjà pas assez pour les premiers. Voilà, il y a des priorités. Donc on va aller d'abord les EHPAD, il y a un critère d'âge, ensuite les professionnels de santé, et puis après la population normalement au printemps. On aura déjà un peu de recul, mais voyez-vous, moi j'aurais aimé, là encore, qu'on anticipe un peu tout ça. On a le sentiment, sincèrement, sur l'organisation, je parle de l'organisation, parce que la recherche, elle a été rapide. Ils nous ont sorti un vaccin 6 mois. La recherche a été rapide, c'est pas ça. Sur l'organisation, qui va faire quoi, de quelle façon. Regardez, là encore, on a souffert d'une absence d'anticipation, ce qui concerne le vaccin de la grippe. Elle revient tous les ans, cette grippe. On a été en pénurie. Je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que j'ai 47 ans et j'ai pas eu le sentiment d'être complètement dans le cas d'une population à risque. Et que quand je pense à ma grand-mère qui en a 97, je la pousse, elle, à se faire vacciner. Voilà, donc c'est pas par défiance. Donc, oui, non, absolument. Mais la réalité, c'est que je vois bien que les Français ne trouveront la confiance dans ce vaccin qu'à partir du moment où on leur dira toute la réalité de cela. Alors, venons-en aux mesures annoncées hier jeudi par le Premier ministre. En gros, et pour résumer, on encadre le réveillon du jour de l'an pour préserver celui de Noël. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous comprenez cette décision ? Bon, force est de constater que c'est pas hier soir que Jean Castex aura retrouvé de la crédibilité, aura recréé de la confiance avec les Français. Quand j'écoute Jean Castex hier soir, je me dis, avec cette histoire de couvre-feu à 18h au lieu de 21h, je me dis, enfin, est-ce que le but c'est juste d'emmerder les Français, ou est-ce que derrière il y a vraiment une stratégie ? Et le fait qu'il n'y ait pas de stratégie saute aux yeux. Le couvre-feu passe de 21h à 20h. Vous avez raison, de 21h à 20h. Il pourrait donc devenir plus court par la suite. Ça souligne encore davantage ce que je viens de dire, car on imagine bien que passer d'une heure à l'autre, à un moment où il y a de moins en moins de monde dans les rues, alors qu'il y en a par exemple beaucoup plus un samedi après-midi, voyez-vous, eh bien on peut se demander à quoi ça correspond. Et c'est finalement toute cette absence de logique. À quoi correspondent ces décisions arbitraires. Le gouvernement dit aux Français, vous allez donc pouvoir fêter Noël, mais pas le Nouvel An. Mais moi, j'ai pas envie que l'État me dise si je dois choisir entre Noël ou le Nouvel An. J'ai envie d'être responsable, et les Français ont envie d'être responsables. J'ai pas envie qu'on me dise si je dois être 6, 5 ou 7, parce que ces chiffres ne correspondent à rien chez moi, et parce que ces injonctions perpétuelles ne seront pas respectées si on infantilise les gens. Responsabilisons les Français. Le Premier ministre a mis en avant une forme de relâchement collectif, je le cite. Vous ne le voyez pas dans les rues en ce moment ? Alors, d'abord, je vois pas bien ce relâchement, ce qui concerne les gestes barrières. Je trouve les Français très disciplinés. On nous parle de relâchement. Bon, on n'est pas des robots non plus. Les Français ne sont pas des robots. Ils vivent depuis le printemps quelque chose de terrible. Ils vivent avec des masques. On leur ment toute la journée. Les soignants sont sur le front, comme l'ont été d'ailleurs les caissières. Les commerçants sont à bout. Oui, il y a peut-être, s'il y a du relâchement, ça vient pas des Français qui ne sont pas encore une fois des robots. Ça vient de ceux qui les gouvernent et qui ne savent pas les responsabiliser. Sébastien Chenu, vous venez de résumer la situation. C'est pas simple de trouver le bon équilibre entre la sécurité sanitaire, les libertés individuelles et puis l'esprit des fêtes de fin d'année. Donc oui, mais regardez Yves Calvi, est-ce qu'on peut juste des leçons, mais on ne sait pas tellement ce qu'on fait à leur place. En tous les cas, on a fait là aussi des propositions parce que l'important c'est d'essayer de faire avancer les choses. Cette histoire de nouvelle attestation, on nous dit vous n'aurez plus besoin d'attestation et puis après Gérald Darmanin dit
on va quand même vous pondre une nouvelle attestation. On comprend plus rien. Vous me direz, quand les musées vont réouvrir, on pourra les collectionner, les mettre en vitrine. Ça fera de quoi se donner quelques bons souvenirs. Au-delà de ça, permettez-moi un peu de légèreté, parce que dans ce monde dans lequel les Français souffrent tellement, et j'ai une pensée aussi pour les étudiants qui, à distance, sont enfermés dans des petits studios en train d'essayer de suivre leurs cours. Je veux dire, la souffrance des Français, elle est très forte et elle aura des conséquences. Mais si on ne responsabilise pas les gens, si on n'est pas dans la transparence, si on n'anticipe pas les choses, or le gouvernement a loupé tous ces virages successivement, eh bien, on a le cas de figure qui est le nôtre, c'est-à-dire celui d'une société en grande souffrance. On en vient aux manifestations et aux violences qui ont une fois de plus accompagné le week-end dernier. En décembre 2018, les Gilets jaunes saccagent l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, ce sont les Black Blocs qui prennent le relais pour les destructions. François-Xavier Rigaud. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. Lors de la première grande mobilisation parisienne des Gilets jaunes. Des images de guérilla urbaine sur la plus belle avenue du monde. Les forces de l'ordre sont violemment attaquées. L'Arc de Triomphe est vandalisé. Pendant plus d'1 an, tous les samedis, les mêmes images, les mêmes affrontements avec les forces de l'ordre. Allez, on recule. Allez, Jets de projectiles, voitures brûlées, banques et vitrines saccagées. Le même scénario se répète inlassablement tous les week-ends. Ici, des manifestants tentent de rentrer de force dans un ministère avec un engin de chantier volé quelques minutes plus tôt. L'ambiance festive des cortèges a peu à peu cédé la place aux lacrymogènes et jets de projectiles en tout genre. Traditionnellement, les violences cantonnées aux fins de cortège. Désormais, elles peuvent surgir à n'importe quel moment. Comme ici, lors de la marche pour le climat, en septembre 2019. Des manifestants cagoulés et armés qui n'ont plus peur de s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre. Ces 2 dernières années, plusieurs milliers de policiers et gendarmes ont été blessés lors de ces manifestations. Des chiffres en perpétuelle augmentation. Que peut-on faire contre ces violences, Sébastien Chenu? Un État si autoritaire et si impuissant. Voilà ce que ces images m'inspirent. Emmanuel Macron est un président de plus en plus autoritaire, qui s'arroge des droits, qui gouverne de plus en plus par ordonnance. Presque toute maintenant, la vie des Français est gérée par ordonnance, c'est-à-dire sans débat devant le Parlement, et si impuissant. C'est le président du désordre. Il a semé le désordre, il l'a fait à travers des réformes dont les Français ne voulaient pas, il l'a fait à travers une posture méprisante vis-à-vis des Français, et il continue à le faire en n'étant pas capable d'assurer, de protéger les Français, de leur assurer un minimum de sécurité. C'est un président autoritaire parce qu'il manque
d'autorité, il a sombré dans l'autoritarisme et c'est un président impuissant. Vous justifiez les violences des Gilets jaunes ? Aucune violence n'est justifiable. Je note, en revoyant ces images d'ailleurs, et parce que je voyais cette porte de ministère défoncée, oui. Eh bien, je vais pouvoir vous dire qu'effectivement, l'extrême gauche infiltre ces manifestations et elle l'a fait à travers ces images, puisque le type qui a défoncé cette porte est un de ces types d'extrême gauche qui m'a agressé et contre lequel j'ai porté plainte au tribunal et qui donc qu'on a retrouvé ici défonçant cette porte de ministère. Donc, nous pouvons dire que ces manifestations, elles sont infiltrées par une extrême gauche violente. Alors, vous avez, à titre personnel, mené... Voilà. Oui, j'ai été agressé lors d'une manifestation contre les retraites, bien avant ces histoires de gilets jaunes, par des extrémistes de gauche, des gens d'extrême gauche, qu'on a retrouvés ici, défonçant des portes. C'était la même personne. Mais, alors, je passe du cas particulier au cas général. Le maintien de l'ordre dans notre pays doit-il être changé ? Je vous présente les choses autrement. Nos policiers nous disent aujourd'hui très régulièrement, et c'était le cas encore cette semaine sur ce plateau, on peut les contrôler, notamment les Black Blocs, mais il faut une volonté politique et ça laissera du monde sur le carreau. Autrement dit, il y aura des blessés, peut-être des morts. Est-ce que cette prise en charge par notre police, on va dire jusqu'au boutiste de ces manifestations, mérite des morts ? Il est sûr que si nous ne faisons rien... Pour faire respecter la loi républicaine, on sait bien. Il est sûr que si nous ne faisons rien, si ce chaos continue à s'installer dans le pays, il y aura des morts. Ils ne seront peut-être pas d'ailleurs du côté qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un jour un policier, un gendarme, un pompier qui mourra plutôt que le fameux syndrome Malik Oussekine. Moi, je souhaite que personne ne meure. Entendons-nous. Moi, je souhaite qu'on prenne d'abord conscience de la réalité. C'est-à-dire lorsque je vois le garde des Sceaux qui est dans le déni total de la violence de notre société, qui nous dit encore cette semaine à l'Assemblée nationale, non, il n'y a pas plus de récidives, non, il n'y a pas plus de violence, non, il n'y a pas plus de délinquance. On a un garde des Sceaux qui est complètement dépassé. Donc ça, déjà, ça ne va pas aider beaucoup. Et puis de l'autre côté, oui, il y a des pays qui ont solutionné les problèmes de Black Bloc ou les problèmes d'ailleurs de hooligans. Je pense à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, avec des dispositifs d'ailleurs différents selon les hooligans et selon les Black Blocs, mais ils ont été confrontés à cela avant nous, oui. Ils ont solutionné, ils ont identifié les individus, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans chaque manifestation, et puis ils les ont assignés à résidence. Rappelez-vous les gilets jaunes, il y avait des fouilles préventives, des sacs à main, des sacs à dos des gilets jaunes, mais là c'est Black Bloc qui sont tous identifiés, puisqu'on nous dit après on en a attrapé 40, donc on a leurs identités, et bien on les laisse revenir à la manif suivante, ils ne sont pas assignés à résidence, on ne se donne pas les moyens. Les appels à la fermeté, ça peut paraître facile. Comment vous situez-vous par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières ? Et est-ce que ce terme vous choque ? Oui, ce terme me choque parce qu'il crée la suspicion chez un corps d'État, la police, qui est lui-même victime de violences en grand nombre tout au long de l'année. Il y a, mais c'est une banalité que le dire, il y a toujours des gens qui se conduisent mal dans tous les corps de la société. Il y a probablement dans la police des gens qui se conduisent mal, des gens qui peuvent être racistes ou violents. Il faut les en écarter durement. Et d'ailleurs, l'IGPN contrôle la police. La police, c'est pas un corps en stabulation libre. Ils sont contrôlés. Mais elle devrait être plus indépendante puisque vous faites allusion à l'IGPN. Alors non, alors qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait des organes de contrôle extérieurs qui viennent s'ajouter, pourquoi pas. Mais attention, l'IGPN mène des enquêtes. Et donc, elle est officier de police judiciaire. Oui. Donc, elle doit avoir un lien avec le parquet. Elle doit pouvoir avoir ce lien fort pour pouvoir continuer son travail d'enquête. Et je crois que si on la coupait ou si on l'isolait, si on la rendait indépendante, ce lien n'existerait plus. Elle ne pourrait pas mener le même travail. Ce ne serait plus le même travail. La police peut juger la police. Bah, en général. Et vous comprenez que ça choque dans une société démocratique ? Oui et non, parce que en fait, beaucoup de pères jugent leur père. Oui. Les médecins, les chirurgiens, les médecins, je l'ai dit, les pharmaciens, les avocats ont des ordres dans lesquels, lorsque vous commettez une infraction très grave, ce sont vos pairs qui vous jugent. Eh bien, je pense que l'IGPN, qui mène beaucoup d'enquêtes et qui est une institution sévère, il ne s'agit pas d'être laxiste non plus vis-à-vis de ceux qui pourraient mal se comporter, mais transformer ça en une suspicion généralisée, alimentée, relayée par des politiques en mal d'électeurs, eh bien, je crois que ce n'est pas digne. Le Rassemblement national est une formation qui se veut d'autorité et qui affirme que l'autorité de l'État, et notamment celui de la police, doit être respecté. Mais appliqué au maintien de l'ordre, et en particulier celui des Black Blocs, est-ce que vous convenez que ça n'est pas évident ? Parce que oui, certains sont identifiés, mais ça reste quand même des méthodes très particulières de guérilla urbaine, et on règle pas tout comme ça aisément. Ça demande une enquête, une investigation extrêmement rude. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que la police doit être plus rude aussi et intervenir plus tôt aujourd'hui dans les manifestations ? Alors, sur la stratégie... Qui créera
aura des blessés et peut-être des morts chez les manifestants. Je pense que on peut dire chacun prend ses responsabilités. La stratégie du maintien de l'ordre n'est pas une compétence d'un parlementaire. Moi, je n'ai pas une compétence sur la stratégie du maintien de l'ordre. Je ne suis pas préfet, je ne suis pas policier. Non, ce que je veux... Non, mais en revanche... votre avis. Oui. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est donner un cadre qui permette justement à la police d'intervenir, de protéger les Français, et notamment, par exemple, en rabaissant la majorité légale à 16 ans. Voyez-vous, c'est un cadre qui pourrait nous permettre, là aussi, d'être un peu plus sévère avec un certain nombre de mineurs qui commettent des actes d'une gravité folle. Ça, c'est le boulot des députés. Pardonnez-moi, qu'on rende compte à partir de 16 ans comme un adulte des éventuels forfaits qu'on commet, je vous ai bien compris. Oui, et puis qu'on oriente par exemple aussi des mineurs dès l'âge de 13 ans vers des travaux d'intérêt généraux. On a beaucoup entendu qu'il y avait des mineurs qui étaient très violents et qui commettaient des faits d'une gravité absolue, eh bien qu'on leur fasse faire dès 13 ans des travaux d'intérêt généraux. Ça, c'est le cadre dans lequel nous pouvons aussi rendre les choses plus sévères, probablement, moins laxistes, mais c'est un maillon, et chaque élément de ce maillon doit être traité. On va donner la parole au député du Nord de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Le coordinateur du mouvement, donc de Jean-Luc Mélenchon, condamne les violences qui, selon lui, ne servent pas à combattre le gouvernement. Hugues Dago et Margot Bachelier. On a le sentiment parfois dans l'encadrement des manifestations qu'avant même que la manifestation ait commencé, certains policiers se vivent comme étant des adversaires de la manifestation. Mais non, un gardien de la paix, face à une manifestation, son rôle, c'est de permettre que ceux qui ont à revendiquer, ceux qui ont à manifester, puissent le faire. C'est le fondement même de la démocratie. Alors après, la violence dans les manifestations, moi je vais être très clair, nous l'avons toujours été. Nous sommes, à la France Insoumise, strictement opposés à l'usage de la violence en politique. Et d'abord pour une raison aussi, c'est qu'au-delà de l'aspect moral, il y a une question stratégique, c'est que ça ne fonctionne jamais. La violence en politique. Ça n'a jamais marché. Et dans l'histoire, avec un grand H, c'est toujours finalement notre camp qui ensuite en pâtit le plus. Après, si tout le monde intériorise que le bordel, c'est la manifestation, non. La manifestation, c'est la démocratie. La rue à elle seule n'est pas la démocratie, mais la rue aussi, c'est la démocratie. Mais des manifestations calmes, tranquilles, qui se passent bien. Non, le désordre, il vient vraiment du sommet. On a l'impression que l'équipe en place ne contrôle plus rien. Quand Jean-Luc Mélenchon, quand nous parlons d'un régime autoritaire, nous mesurons les mots. On n'est pas en train de parler d'un régime totalitaire, par exemple. C'est pas la même chose, sans quoi il n'y aurait pas d'opposition possible. Mais je pense que tout bien pesé, oui, nous basculons vers une forme de régime autoritaire, que sans doute jamais les libertés, depuis longtemps, n'ont été autant mises en cause, et tout le monde le voit bien. Alors il y a à la fois la mise en cause des libertés du fait de la crise sanitaire, et à certains égards, parfois, on peut le comprendre, mais il y a aussi, notamment avec la loi sécurité globale, quand même des choses inédites qui sont en train de se produire. Ensuite, sur le moment politique, vous en aurez été témoin. Jean-Luc Mélenchon, depuis cet été déjà, a dit que cette situation que nous avons sous les yeux, la crise sanitaire, la crise économique, la très grande pauvreté qui en résulte, l'inaction climatique, c'est un moment qui nécessite effectivement plutôt stratégiquement d'en passer d'une saison qui était plutôt celle de la conflictualité à celle des causes communes. C'est comme ça qu'il l'a dit. On a beaucoup de choses en bagage à proposer. En 2022, par exemple, il ne s'agira pas simplement d'être contre Macron ou contre Le Pen. Il faudra dire pourquoi nous sommes. Et on voudrait que les gens se déplacent non pas pour voter contre, mais se déplacent pour voter pour dire qu'ils sont pour fonder la 6ème République, qu'ils sont pour organiser le partage des richesses, qu'ils sont pour faire la bifurcation écologique de notre modèle et que la France peut le faire. Voilà, il y a un certain nombre de choses, finalement, dans les mots d'ordre qui sont en positif. Personne ne peut tirer profit finalement d'une situation qui serait une situation, comme vous le dites, de pagaille. C'est pas l'idée, mais la pagaille est sous nos yeux, et il faut y apporter une réponse politique, une réponse positive. Vous êtes député du Nord, comme votre confrère. Que pensez-vous de sa prise de parole ? Il nous dit le bordel, c'est pas la manifestation, c'est le pouvoir en place. Oui, il a bien du mal, mon collègue Adrien Quatennens, dans cet exercice. Et je comprends qu'il ait du mal, parce que vous ne pouvez pas avoir... Il essaie de noyer le poisson, tout ça, mais vous ne pouvez pas avoir un discours ce soir sur votre plateau, et puis vous afficher dans des manifestations dans lesquelles le slogan est « Tout le monde déteste la police ». Or, les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens, Éric Coquerel, Corbière, tous les autres, sont ceints de leur écharpe tricolore dans des manifestations dans le cri de ralliement. Et
tout le monde déteste la police. Alors évidemment, c'est difficile. C'est difficile de prôner l'autorité, le respect de la loi, lorsqu'on soutient des gens qui, par exemple, sont clandestins, en situation irrégulière, c'est-à-dire qui bravent, là aussi, la loi française, et qu'il y a des députés qui viennent soutenir des gens qui sapent les lois françaises en se maintenant indûment sur notre territoire. Donc, si vous voulez, c'est une posture. La France insoumise a une posture, mais la réalité, c'est qu'elle n'est jamais aux côtés ni des forces de l'ordre, ni même de ceux qui protègent les Français au sens large du terme. Pardonnez-moi, mais dire on va ramener tout le monde à la frontière, c'est pas une posture? Non, c'est pas dire on va ramener tout le monde à la frontière, c'est dire nous allons ramener les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Vous savez qu'il y a simplement il va falloir du monde, hein. Oui, bien sûr, mais je crois que, effectivement, si vous voulez par là dire que le problème migratoire est un problème dans notre pays et qu'il faut le traiter à la mesure de ce qu'il est, c'est-à-dire avec des moyens, oui, je vous dis oui, monsieur Calvi, c'est un énorme problème. Et d'ailleurs, quand on voit que l'AME, je vais un peu plus loin, explose chaque année, elle nous permet d'identifier au moins qu'il y a, puisqu'elle est réservée aux clandestins, aux gens qui ne sont là d'une façon irrégulière sur notre territoire, 330 000 personnes, eh bien vous dites qu'il y a au moins 330 000 personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire puisqu'ils ont été déboutés du droit d'asile. Oui, c'est pas des gens qui fuient des pays en guerre, qui risquent leur vie, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Bon, on ne peut pas croire que la question migratoire soit au cœur des préoccupations des Français. Personne ne peut le contester. Très bien. Que la situation irrégulière d'un certain nombre d'entre eux soit évidemment anormale, on ne peut pas le contester. Le problème, c'est de savoir quelle réponse on y apporte. Et quand je vous dis, on ne va pas tous les raccompagner à la frontière parce qu'on n'en a même pas les moyens physiques, vous ne semblez pas me suivre là-dessus. Non, je ne vous suis pas parce que... Je veux savoir ce qu'on met en place pour accompagner tous les étrangers en situation irrégulière, si on décide de le faire et que les pays d'accueil sont d'accord pour les accueillir. Bien sûr, vous avez raison. Ça marche avec, d'ailleurs, des politiques diplomatiques qui sont à inverser. D'abord, il faut avoir une volonté politique. Moi, je vois que depuis 30 ou 40 ans, en réalité, on va dire depuis Giscard d'Estaing et le regroupement familial qu'il a regretté des années passant, et la tentative qu'a fait ensuite Raymond Barre de surseoir à ce regroupement familial, eh bien, nous subissons une immigration de masse incontrôlée. Il n'y a pas de volonté politique que ça s'arrête. Il n'y a pas de volonté politique de mettre un frein à l'AME, à l'aide médicale d'État. Il n'y a pas de volonté politique. Nous avons cette volonté politique. Nous ne nous en cachons pas. Nous considérons que c'est un problème auquel les Français doivent faire face dans leur vie quotidienne. Vous savez, moi je suis élu d'une des circonscriptions les plus pauvres de France, monsieur Calvi, dans lesquelles la majorité des gens qui viennent me voir dans ma permanence attendent un logement. Si je dis à mes compatriotes qui attendent un logement, qui n'ont pas de moyens, vous allez attendre encore 2 ans de plus parce qu'il faut vous serrer la ceinture. Il y a des gens qui arrivent du bout du monde, qui n'ont rien à faire ici et il va falloir leur faire de la place. On n'en est pas sorti. Nous n'avons pas les moyens. Donc il faut une volonté politique. Il faut des moyens. Vous parliez des relations... En quoi l'accès aux logements sociaux est-il aujourd'hui contingenté par la présence d'étrangers en situation irrégulière? Parce que par définition, s'ils sont en situation irrégulière, c'est qu'ils ne bénéficient pas, en dehors de l'aide médicale d'État, de logement. Non, monsieur Calvi, vous vous trompez. L'obligation d'attribuer un logement, que vous soyez en situation régulière ou irrégulière, elle existe dans aujourd'hui la législation française. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne sont pas dans des situations régulières et qui occupent des logements, mais qui font aussi venir leur famille, puisque le regroupement familial a été élargi sous Emmanuel Macron. Ça, c'est sur la volonté politique. On a bien compris que nous avons cette volonté. Elle n'est pas partagée par ceux qui nous gouvernent. Les moyens derrière. Oui, quand Gérald Darmanin va en Algérie, demander timidement s'ils peuvent reprendre leurs délinquants nationaux qui sont sur notre territoire et qu'il revient les mains vides, eh bien vous vous dites qu'évidemment il y a un problème. Eh bien ce problème... Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Allons au bout de la logique. Oui, il faut pouvoir le résoudre. Il faut pouvoir limiter le nombre de visas, par exemple, et dire à ceux qui gouvernent ces pays, si vous n'acceptez pas de reprendre vos compatriotes qui se comportent mal en situation irrégulière ou qui se comportent mal sur le territoire français, qui sont condamnés, alors nous allons limiter le nombre de visas que nous allons vous octroyer chaque année. Si vous n'acceptez pas cela, nous allons aussi limiter les transferts d'argent. Voyez-vous qu'il y a de part de vos compatriotes, via Western Union ou autres, dans les pays d'origine. Eh bien tout ça n'a jamais été fait. Oui. Il vous a pas échappé que François Ruffin demande lui aussi la fermeture des frontières? C'est drôle, mais tant mieux, je vais vous dire. Plus à la France il y aura de Français, quelles que soient leurs opinions politiques, qui viendront sur nos positions,
qui viendront soutenir ce que nous disons. Et si François Ruffin veut aujourd'hui des frontières pour contrôler non seulement les capitaux, mais aussi les flux humains, eh bien, je lui dis, banco, faisons-le. Des frontières, vous savez, c'est pas fait pour se refermer sur soi-même. Faut arrêter ce truc des frontières, des barbelés. Des frontières, c'est fait pour se protéger, savoir qui entre, qui sort, qui se maintient, et pour tout simplement protéger les Français. Les Français n'ont pas besoin de murs pour se protéger, ils ont besoin de frontières, comme 90% des gens d'ailleurs sur la Terre. La mosquée de Montpellier maintenant, après les annonces du gouvernement sur le projet de loi confortant les principes républicains, puisque c'est son intitulé définitif. La municipalité veut bloquer la vente de la mosquée au Maroc. Stéphanie Roch et Basile Bonne. C'était en 2005, inauguration de la grande mosquée de la Paillade à Montpellier, avec les officiels de rigueur. Merci mes frères, j'espère que vous serez heureux dans cette mosquée qui est le témoignage du respect que nous vous portons et que pour ma part, je vous porte. La communauté, comme vous voyez, sont très contents, surtout les jeunes. Pour nous, une mosquée, c'est quelque chose de très important pour nous. Cette mosquée, longtemps propriété de la ville, a été rachetée par l'association cultuelle locale en 2016 pour plus d'1 million d'euros. Aujourd'hui, elle est au cœur d'un différend politique. Le maire de Montpellier est indigné. Les responsables de cette mosquée veulent la céder pour un euro symbolique à une structure très proche du Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc ministère des Abous et des Affaires islamiques. Tout ça est très explicite dans ce document administratif. Ça n'est pas normal qu'une puissance étrangère s'ingère dans la vie cultuelle d'un pays, d'une ville, Montpellier. Michael Delafosse, élu en juin dernier, est très engagé sur la laïcité. Comme le lui permet la loi, il a choisi de préempter les locaux de la mosquée. Ma conviction, c'est qu'en exerçant le droit de préemption, on va empêcher cette vente. Et donc, elle n'aura pas lieu et on va tout faire pour la bloquer. Et sans doute, les fidèles de ce lieu de culte vont s'interroger et donc vont essayer de trouver une autre solution par leur denier, c'est-à-dire dans l'esprit de la loi de 1905, pour financer la mosquée. Le responsable de cette mosquée, Loussine Tari, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Mais un ancien imam de la Paillade développe ses difficultés de financement. Gérer une mosquée, ce n'est pas simple. La taille, par exemple, de la mosquée de la Paillade, il lui faut facilement entre 5 et 6 000 euros, facilement mensuellement. Donc, tout cela, c'est très, très, très pénible pour la communauté. Il y avait de l'infiltration, l'eau, par exemple, qui tombe sur les fidèles, malheureusement. Donc, la toiture qui est à refaire. Je connais pas mal de lieux de culte, surtout avec la pandémie, avec le Covid, qui souffrent, n'arrivent pas vraiment à gérer leur lieu de culte. Pour lui, la solution la plus simple serait un financement par l'État français. En Alsace-Moselle, on finance quand même les lieux de culte, on finance le culte en général. Donc, généraliser, moi, je ne suis pas contre. Sincèrement, je ne suis pas contre. La grande mosquée de Montpellier devient dans le débat politique un symbole de l'ingérence étrangère. Les fidèles, eux, voudraient surtout un peu de tranquillité. Je pense que nous, on voudrait prier sans magouiller. Ça fait depuis les années 70-80, on veut un mosquée. Bon, on a fait un effort pour acheter. Bon, on est d'accord pour le quartier de la Paillade et la région et tout ça. Bon, nous, on va rester honnête comme ça. Pour nous, c'est-à-dire la mosquée, on voudrait qu'elle reste. C'est les fidèles qui ont acheté, qui ont donné toutes les possibilités pour que ça soit une mosquée propre et nette. Et on ne veut personne qui va récupérer cette mosquée. La mosquée de Montpellier devra trouver d'autres financements, mais ces généreuses donations marocaines continuent de séduire les mosquées françaises. Le maire socialiste de Montpellier a été courageux.
Oui, le maire socialiste de Montpellier, je le découvre, est visiblement un homme courageux. Il a visiblement quelques principes, dont celui de pas d'ingérence d'un État étranger en France, et donc dans sa ville de Montpellier. Et je le rejoins, je le comprends. Est-ce qu'on doit combattre l'influence de pays comme le Maroc, l'Algérie ou la Turquie et si oui, comment sur les lieux de culte en France? Ce que nous devons combattre, c'est l'influence de l'islam politique, de l'islamisme qui s'infiltre, pour reprendre l'expression employée par ce monsieur qui parlait d'infiltration d'eau dans sa mosquée, oui. Mais il n'y a pas que l'eau qui s'infiltre malheureusement dans certaines mosquées françaises, et donc on doit combattre cet islamisme politique. Je le dis parce que la petite loi qui vient en débat, qui fait beaucoup parler, mais qui en réalité ne va pas solutionner grand-chose, car elle n'empêche pas, par exemple, le financement par des pays étrangers de mosquées. Elle cherche à les contrôler et non pas à les empêcher. Eh bien, elle ne va pas solutionner grand-chose. Donc aujourd'hui, la loi confortant les principes républicains, aucun intérêt selon vous? Je ne dis pas qu'elle n'a aucun intérêt, parce que je pense que s'il y a des tout petits pas qui sont faits dans la bonne direction, il faut les soutenir. Tout ce qui va dans la bonne direction doit être soutenu. Mais d'ailleurs, vous voyez bien l'embarras qu'a ce gouvernement avec l'intitulé. Oui. On ne lutte plus contre l'islamisme, on ne lutte plus, même plus pour la laïcité ou contre le séparatisme. On a emberlificoté ça, emballé ça d'une façon qui démontre l'embarras. De fait, la terminologie n'a cessé de bouger. En l'occurrence, vous avez raison. Est-ce que l'État français doit financer des lieux de culte musulmans? Non, je ne crois pas que l'État français doit financer les lieux de culte. C'est-à-dire quel qu'il soit. Oui, je crois que c'est pas le rôle de l'État, c'est d'empêcher les dérives. Voyez-vous, c'est d'avoir un contrôle. Mais c'est le rôle de l'État, c'est aussi le rôle des élus. Je dis ça parce que là, vous avez un maire qui est courageux. Vous avez des exemples de maires qui, matin, midi et soir, pactisent, financent, ont pactisé avec des gens peu recommandables. Nous avons fait, les élus du Rassemblement national, nous avons empêché des subventions qui ont été votées à l'époque par Xavier Bertrand et sa majorité pour soutenir des radios associatives qui diffusaient les petites chansons, les petits discours de Tariq Ramadan. Après, on nous fait des beaux discours. Tous ces élus-là viennent vous faire des discours sur la lutte contre le communautarisme. Mais dans la réalité, là, quand il n'y a pas de caméra, ils font voter des subventions pour tout ça. Christian Estrosi, qui confie la rédaction de sa charte de je sais pas trop quoi, de la laïcité ou de je ne sais pas trop quoi, à des gens de l'UOIF à Nice. Donc voyez-vous, la réalité c'est que le mal il est profond et que l'État doit empêcher les dérives, mais qu'on doit aussi sanctionner les élus qui jouent à ça. Alors vous faites partie de ceux qui disent c'est aux croyants de payer, en l'occurrence les musulmans? Oui, je pense que c'est aux croyants de payer, en l'occurrence les musulmans, en l'occurrence les croyants pour leur lieu de culte d'une façon générale. À une époque, Marine Le Pen parlait d'une taxe sur la viande halal. On n'entend plus parler, mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez de bon sens? Je pense qu'il faut regarder ça. Moi, je trouve que c'est une piste intéressante. En tous les cas, c'est la capacité qu'auraient les croyants musulmans de pouvoir financer sans faire appel à des puissances étrangères. Qu'avez-vous envie de dire aux musulmans de France qui veulent vivre leur religion tranquillement, en fait? Vous avez raison, c'est intéressant, votre question. Moi, j'ai envie de leur dire qu'on aimerait les entendre. On aimerait, parce qu'on nous dit toujours, il y a 90%, 99%, on ne sait jamais quels sont les chiffres et qui les tient, de musulmans dans notre pays qui ne sont pas d'accord avec la poussée de cet islamisme politique, de cet islamisme, de cet islam politique. Eh bien, qu'on les entende. Vous savez, on ne sera jamais assez nombreux à monter à bord pour défendre les principes républicains. Vous les trouvez trop silencieux, je vous ai bien compris? Oui, bien sûr. Et alors, il y a quelques grandes voix qui se sont élevées, quelques imams dont la vie est d'ailleurs menacée. Mais moi, j'aimerais que les musulmans du quotidien montent avec nous, les laïcs, les catholiques, les protestants, les Français dans leur ensemble, quelle que soit leur religion, et nous disent « Nous sommes avec vous dans ce combat, on ne les entend pas assez ». On termine la semaine avec Nicolas Sarkozy et les juges. C'est un long roman. Ministre de l'Intérieur, il leur tapait déjà dessus. Président, il les a traités de petits pois, non sans avoir entre-temps envisagé de supprimer le juge d'instruction. Jérémy Normand. Février 2011. La France découvre l'ampleur de l'inimitié entre le président Sarkozy et les juges. Ce jour-là, les robes rouges descendent dans la rue pour dénoncer l'offensive du chef de l'État contre la justice. Après le meurtre d'une adolescente, Laetitia Perret, sauvagement tuée à Pornic par un récidiviste, Nicolas Sarkozy dénonce le laxisme des juges. Quand on laisse sortir de prison un individu, comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute.
Tollé dans le monde judiciaire. Les magistrats en charge du dossier cessent immédiatement leur travail et la contestation s'étend à toute la France. Il est parfaitement inacceptable que le président de la République utilise l'émotion légitime de la population face au crime odieux qui a été commis à Pornic dans un but purement démagogique et électoraliste pour monter la population contre ses forces de sécurité. Nouvelle passe d'armes entre le président et les juges dans un affrontement au long cours. Ministre de l'Intérieur déjà, Nicolas Sarkozy prend systématiquement le parti des victimes et des policiers contre les magistrats. Un individu majeur, arrêté en Seine-Saint-Denis en mai 2006 pour 14 vols avec violence. Condamné en février 2006 pour ce type de délit, à 6 mois avec sursis, a été remis en liberté. La guerre contre le laxisme vaut bien ces petites phrases assassines. Peu après son élection en 2007, le chef de l'État est reçu à la Cour de cassation. Il observe les magistrats, puis il confie les voir comme des petits pois sans saveur, qui se ressemblent tous. Deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy dégaine sa réforme de la justice et sa mesure phare, la suppression du juge d'instruction. Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. Il y a la volonté de briser l'indépendance de la magistrature, parce qu'effectivement c'est un régime qui admet assez peu les contre-pouvoirs, que ce soit celui de la presse, que ce soit celui de la justice. Sarkozy, présumé coupable d'entrave à la séparation des pouvoirs, se retrouve à son tour dans le collimateur de la justice. Après son départ de l'Élysée, les déboires judiciaires du président défait s'enchaînent et la liste de ses adversaires judiciaires s'allonge. La juge Claire Thépaut le poursuit pour corruption dans l'affaire Bettencourt, où intervient également Jean-Michel Gentil. Relaxé, l'ancien président est également inquiété par Renaud Van Ruymbeck et Serge Tournaire dans les affaires Clearstream, Karachi et Kadhafi. Autant d'ennemis de la présomption d'innocence, selon Nicolas Sarkozy, aujourd'hui inquiété dans 4 affaires par la justice. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez suivi le procès dont il a fait l'objet pendant cette semaine? Assez peu. En réalité, moi, je crois à la présomption d'innocence. Le président Sarkozy ira rendre des comptes à la justice de notre pays. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. Je n'ai pas d'idée préconçue. Je note cependant qu'effectivement, dès qu'on touche aux magistrats qui se croient, qui s'imaginent être une sorte de caste intouchable, eh bien on les irrite, on les énerve. Et le président Sarkozy a dû beaucoup les irriter. Il l'a fait en des termes d'ailleurs qui étaient parfois peu choisis ou mal choisis. Mais vous pensez qu'il faut les bousculer? Je veux dire, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, les juges devront rendre des comptes. Je pense qu'il y a des problèmes. Ils le font avec le code pénal. Non, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes de fond. Ils n'inventent pas la loi. Bien sûr, vous avez raison. Ils le font avec le code pénal. Absolument, vous avez raison. Si on déplore le laxisme, alors il faut que la loi soit plus dure, soit moins laxiste. Et ça, c'est à la majorité et au gouvernement de s'organiser pour cela. En revanche, la formation des magistrats, il y aurait beaucoup à dire. Oxygénons un peu cet univers. Est-ce que ne doivent devenir juges d'instruction que des gens qui sont formés dans le corps unique de la magistrature, ou est-ce qu'on peut imaginer des passerelles avec d'autres corps? La responsabilité des juges devant leur pairs, on peut aussi peut-être en parler. Est-ce que c'est quelque chose de possible, ou est-ce qu'un juge est totalement irresponsable au sens juridique du terme, quelles que soient les décisions qu'il prenne, avec les conséquences qu'elles ont? Ça, ce sont des vraies questions de fond. Vous venez de soulever des questions intéressantes. Nicolas Sarkozy a souvent été présenté comme un rempart contre le Rassemblement national. Est-ce que vous craignez son retour en politique? Non, d'abord, nous ne craignons pas grand monde. Et malheureusement, je veux dire, Nicolas Sarkozy, malheureusement pour lui, n'a pas rempli la mission qui était la sienne. Quand il nous avait dit on va passer le Karcher. Ça nous ramène à votre parcours. C'est ça. Vous savez, votre ancienne famille politique. Vous avez raison. Celle que vous avez Moi, j'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy et j'ai voté successivement pour lui aux 2 élections présidentielles. Y compris la seconde fois, alors que j'étais
fondamentalement, profondément déçus. Je pense que c'est finalement, et ça nous renvoie au début de notre conversation, ce manque de courage, cette incapacité, une fois au pouvoir, qu'a la droite à aller au bout de ce qu'elle prononce lorsqu'elle fait des discours, lorsqu'elle est sur des estrades, tout simplement parce qu'elle veut plaire. Elle veut plaire à certains esprits bien pensants et elle est prête pour cela à renoncer à tout ce qu'elle a défendu auparavant. Je ne suivrai plus jamais des gens qui ont amené le pays dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire cette situation de chaos. Nicolas Sarkozy a sa part de responsabilité. Beaucoup de gens s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir potentiel du Rassemblement national et beaucoup pensent aussi que Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir. Que répondez-vous ? Je leur réponds que lorsqu'on nous disait ce sera le chaos si Marine Le Pen arrive au pouvoir ou vous verrez l'économie ne tiendra pas, ces gens-là ne savent pas parler d'économie, je leur dis regardez quelle est la situation. Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, nous ne sommes pas loin du chaos, la situation économique ne va pas bien, les Français ne sont pas protégés, c'est une question de politique. Donnez-nous la possibilité en toute bonne foi d'exercer des responsabilités, de vous montrer ce que nous faisons. Nous le faisons dans quelques communes, ça marche déjà pas si mal et nos maires sont bien réélus, mais nous avons des solutions parce que ça fait longtemps que nous faisons les bonnes analyses, ça fait longtemps que nous dénonçons un certain nombre de choses et que nous faisons des propositions. Et Marine Le Pen, évidemment, peut être élue. Je pense même qu'elle sera élue. C'est la raison pour laquelle elle se prépare. Pour ça, il faudra qu'elle réussisse son débat télévisé. Absolument. Face à celui qui pourrait être Emmanuel Macron. Probablement, elle peut-être. Travaille. Marine Le Pen se prépare. Ses manques. Pardon ? En une phrase, s'il vous plaît. Elle a compris ses manques. Marine Le Pen, non seulement a compris qu'elle avait raté ce débat, elle a compris les failles qu'il pouvait y avoir lors de cette candidature à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je crois qu'elle est la plus solide, la plus cohérente, la plus préparée pour prendre en charge les destinées des Français. Merci beaucoup, Sébastien, merci d'avoir commenté l'actualité de la semaine. Pour nous, merci à vous qui nous avez suivis et qui êtes de plus en plus fidèles. Dans un instant, votre film, L'appel de la forêt avec Harrison Ford. Vous allez donc voir du beau cinéma. Passez une très bonne soirée sur Canal+.